Bonjour à tous, aujourd'hui on va lire 3 chapitres 15, 16 et 17. Donc on va partir de la page 363 jusqu'à la page 381. Chapitre 15. Est-ce un complot? Est-ce un complot? Ah, que l'intervalle est cruel entre un grand projet conçu et son exécution. Que de vaines terreurs, que d'irrésolution. Il s'agit de la vie, il s'agit de bien plus, de l'honneur. Schiller. Ceci devient sérieux, pensa Julien, un peu trop clair, ajouta-t-il après avoir pensé. Quoi, cette belle demoiselle peut me parler dans la bibliothèque avec une liberté qui, grâce à Dieu, est entière. Le marquis, dans la peur que je ne lui montre des contes, n'y vient jamais. Quoi, Monsieur de la Mole et le comte Norbert, les seules personnes qui entrent ici, sont absents presque toute la journée. On peut facilement observer le moment de leur rentrée à l'hôtel, et la sublime Mathilde, pour la main de laquelle un prince souverain ne serait pas trop noble, veut que je commence une imprudence abominable. C'est clair, on veut me perdre ou se moquer de moi, tout au moins. D'abord, on a voulu me perdre avec mes lettres, elles se trouvent prudentes, eh bien, il leur faut une action plus claire que le jour. Ces jolis petits messieurs me croient aussi trop bête ou trop fat. Diable! Par le plus beau clair de lune du monde, monter ainsi par une échelle à un premier étage de 25 pieds d'élévation. On aura le temps de me voir, même des hôtels voisins. Je serai beau sur mon échelle. Julien monta chez lui et se mit à faire sa malle en sifflant. Il était résolu à partir et à ne pas même répondre. Mais cette sage résolution ne lui donnait pas la paix de cœur. Si par hasard, se dit-il tout à coup, sa malle fermée, Mathilde est-elle de bonne foi? Alors moi, je joue à ses yeux le rôle d'un lâche parfait. Je n'ai point de naissance, moi. Il me faut de grandes qualités, argent comptant, sans supposition complaisante, bien prouvée par des actions parlantes. Il fut un quart d'heure à se promener dans sa chambre. À quoi bon le nier? Dit-il enfin, je serai un lâche à ses yeux, je perds non seulement la personne la plus brillante de la haute société, ainsi qu'ils disent tous au bal de monsieur le duc de Retz, mais encore le divin plaisir de me voir sacrifier le marquis de Croisenois, le fils d'un duc, et qui sera duc lui-même. Un jeune homme charmant qui a toutes les qualités qui me manquent, esprit d'à propos naissance, fortune. Ce remords va me poursuivre toute ma vie. Non pour elle, il est tant de maîtresse. Mais il n'est qu'un honneur. Dit le vieux dont Diègue, et si clairement et nettement je recule devant le premier péril qui m'est offert, car ce duel avec M. de Beauvoisis se présentait comme une plaisanterie. Ceci est tout différent. Je puis être tiré au blanc par un domestique, mais c'est le moindre danger, je puis être déshonoré. Ceci devient sérieux, mon garçon, ajouta-t-il avec une gaieté et un accent gascon. Il y va de l'honneur. Jamais un pauvre diable jeté aussi bas que moi par le hasard ne retrouvera une telle occasion, j'aurai des bonnes fortunes mais subalternes. Il réfléchit longtemps et se promenait à pas précipités, s'arrêtant tout court de temps à autre. On avait déposé dans sa chambre un magnifique buste en marbre du cardinal de Richelieu qui malgré lui attirait ses regards. Ce buste éclairé par sa lampe avait l'air de le regarder d'une façon sévère et comme lui rapprochait le manque de cette audace qui doit être si naturelle au caractère français. De ton temps, grand homme, aurais-je hésité? Au pire, se dit enfin Julien, supposons que tout ceci soit un piège. Il est bien noir et bien compromettant pour une jeune fille. On sait que je ne suis pas homme à me taire. Il faudra donc me tuer. Cela était bon en 1574, du temps de Boniface de la Mole. Mais jamais celui d'aujourd'hui n'oserait. Ces gens-là ne sont plus les mêmes. Mademoiselle de la Mole est si enviée, 400 salons retentiraient demain de sa honte, et avec quel plaisir. Les mystiques jasent. Entre eux, des préférences marquées dont je suis l'objet, je le sais, je les ai entendues. D'un autre côté, ces lettres. Ils peuvent croire que je les ai sur moi. Surpris dans sa chambre, on me les enlève. J'aurai affaire à 2, 3, 4 hommes, que sais-je. Mais ces hommes, où les prendront-ils? Où trouver des subalternes discrets à Paris? La justice leur fait peur, parbleu.
les Caylus, les Croisenois, les Deleuze eux-mêmes. Ce moment et la sotte figure que je ferai au milieu d'eux sera ce qui les aura séduits. Gare le sort d'Abélard, monsieur le secrétaire. Eh bien, parbleu, monsieur, vous porterez de mes marques, je frapperai à la figure comme les soldats de César à Pharsale. Quant aux lettres, je puis les mettre en lieu sûr. Julien fit des copies des 2 dernières, les cacha dans un volume du beau Voltaire de la bibliothèque et porta lui-même les originaux à la poste. Quand il fut de retour, dans quelle folie je vais me jeter, se dit-il avec surprise et terreur. Il avait été un quart d'heure sans regarder en face son action de la nuit prochaine. Mais si je refuse, je me méprise moi-même dans la suite. Toute la vie, cette action sera un grand sujet de doute pour moi, et un tel doute est le plus cuisant des malheurs. Ne l'ai-je pas éprouvé pour l'amant d'Amanda? Je crois que je me pardonnerai plus aisément un crime bien clair. Une fois avoué, je cesserai d'y penser. Quoi, un destin incroyable à force de bonheur me tire de la foule pour me mettre en rivalité avec un homme portant un des plus beaux noms de France, et je me serais moi-même de gaieté de cœur déclarer son inférieur. Au fond, il y a de la lâcheté à ne pas aller. Ce mot décide tout, s'écria Julien en se levant. D'ailleurs, elle est bien jolie. Si ceci n'est pas une trahison, quelle folie elle fait pour moi. Si c'est une mystification, parbleu, messieurs, il ne tient qu'à moi de rendre la plaisanterie sérieuse, et ainsi ferai-je. Mais s'ils m'attachent les bras au moment de l'entrée dans la chambre, ils peuvent avoir placé quelque machine ingénieuse. C'est comme un duel, se dit-il en riant. Il y a parade à tout, dit mon maître d'armes, mais le bon Dieu qui veut qu'on en finisse fait que l'un des deux oublie de parer. Du reste, voici de quoi leur répondre. Il tirait ses pistolets de poche, et quoique l'amorce fût fulminante, il la renouvela. Il y avait encore bien des heures à attendre pour faire quelque chose. Julien écrivit à Fouqué. « Mon ami, n'ouvre la lettre si incluse qu'en cas d'accident, si tu entends dire que quelque chose d'étrange m'est arrivé. Alors efface les noms propres du manuscrit que je t'envoie et fais-en 8 copies que tu enverras aux journaux de Marseille, Bordeaux, Lyon, Bruxelles, etc. 10 jours plus tard, fais imprimer ce manuscrit, envoie le premier exemplaire à monsieur le marquis de la Mole, et 15 jours après, jette les autres exemplaires de nuit dans les rues de Verrières. » Ce petit mémoire justificatif arrangé en forme de compte que Fouqué ne devait ouvrir qu'en cas d'accident, Julien le fit aussi peu compromettant que possible pour mademoiselle de la Mole, mais enfin il peignait fort exactement sa position. Julien achevait de fermer son paquet lorsque la cloche du dîner sonna, et fit battre son cœur. Son imagination préoccupée du récit qui venait de composer était toute au pressentiment tragique. Il s'était vu saisi par des domestiques garrottés, conduits dans une cave avec un bâillon dans la bouche. Là, un domestique le gardait à vue. Et si l'honneur de la noble famille exigeait que l'aventure eût une fin tragique, il était facile de tout finir avec ces poisons qui ne laissent point de traces. Alors on disait qu'il était mort de maladie, et on le transportait mort dans sa chambre. Ému de son propre compte comme un auteur dramatique, Julien avait réellement peur lorsqu'il entra dans la salle à manger, et regardait tous ses domestiques en grande livrée. Il étudiait leur physionomie. Quels sont ceux qu'on a choisis pour l'expédition de cette nuit, se disait-il. Dans cette famille, les souvenirs de la cour de Henri III sont si présents, si souvent rappelés, que, se croyant outragés, ils auront plus de décision que les autres personnages de leur rang. Il regarda mademoiselle La Mole pour lire dans ses yeux les projets de sa famille. Elle était pâle, et il lui trouvait tout à fait une physionomie du Moyen-Âge. Jamais il ne lui avait vu l'air si grand. Elle était vraiment belle et imposante, et il en devine presque amoureux. Pallida morte futura, se dit-il, sa pâleur annonce ses grands desseins. Un vin. Après dîner, il affecta de se promener longtemps. Dans le jardin, mademoiselle de la Mole n'y parut pas. Lui parlait eut dans ce moment délivré de son cœur d'un grand poids. Pourquoi ne pas l'avouer? Il avait peur. Comme il était résolu à agir, et s'abandonnait à ce sentiment sans vergogne. Pourquoi qu'au moment d'agir, je me trouve le courage qu'il faut, se disait-il, qu'importe ce que je puis sentir en ce moment.
Il alla reconnaître la situation et le poids de l'échelle. C'est un instrument, se dit-il, un rien dont il est dans mon destin de me servir, ici comme à Verrières. Quelle différence! Alors ajouta-t-il avec un soupir, je n'étais pas obligé de me méfier de la personne pour laquelle je m'exposais. Quelle différence aussi dans le danger! J'eusse été tué dans les jardins de M. de Rênal, qu'il n'y avait point de déshonneur pour moi. Facilement, on eût rendu ma mort inexplicable. Ici, quel récit abominable ne va-t-on pas faire dans les salons de l'hôtel de Chaulnes, de l'hôtel de Caylus, de l'hôtel de Retz, etc. Partout enfin. Je serai un monstre dans la postérité. Pendant 2 ou 3 ans, reprit-il en riant et en se moquant de soi. Mais cette idée l'anéantissait. Et moi, où pourrait-on me justifier? En supposant que Fouquet imprime mon pamphlet posthume, ce ne sera qu'une infamie de plus. Quoi? Je suis reçu dans une maison et pour prix de l'hospitalité que j'y reçois, des bontés dont on m'accable. J'imprime un pamphlet sur ce qui s'y passe. J'attaque l'honneur des femmes. Ah, 1000 fois plus tôt, soyons dupes. Cette soirée fut affreuse. Chapitre 16. 1 heure du matin. Ce jardin était fort grand, dessiné depuis peu d'années avec un goût parfait, mais les arbres avaient figuré dans le fameux Préauclerc, si célèbre du temps de Henri III. Ils avaient plus d'un siècle. On y trouvait quelque chose de champêtre. Massinger. Il allait écrire un contre-ordre à Fouquet lorsqu'11 heures sonnèrent. Il fit jouer avec bruit la serrure de la porte de sa chambre, comme s'il se fût enfermé chez lui. Il alla observer à pas de loup ce qui se passait dans toute la maison, surtout dans les mansardes du 4e, habitées par les domestiques. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Une des femmes de chambre de Madame de la Mole donnait soirée, les domestiques prenaient du punch fort gaiement. Ceux qui rient ainsi, pensa Julien, ne doivent pas faire partie de l'expédition nocturne, ils seraient plus sérieux. Enfin, il alla se placer dans un coin obscur du jardin. Si leur plan est de se cacher des domestiques de la maison, ils feront arriver par-dessus les murs du jardin les gens chargés de me surprendre. Si M. de Croisenois porte quelque sang-froid dans tout ceci, il doit trouver moins compromettant pour la jeune personne qui veut épouser de me faire surprendre avant le moment où je serai entré dans sa chambre. Il fit une reconnaissance militaire et fort exacte. Il s'agit de mon honneur, pensa-t-il. Si je tombe dans quelque beuve, ce ne sera pas une excuse à mes propres yeux de me dire « je n'y avais pas songé ». Le temps était d'une sérénité désespérante. Vers les 11 heures, la lune s'était levée. À minuit et demi, elle éclairait en plein la façade de l'hôtel donnant sur le jardin. « Elle est folle », se disait Julien. Comme 1 heure sonna, il y avait encore de la lumière aux fenêtres de comte Norbert. De sa vie, Julien n'avait eu autant de peur, il ne voyait que les dangers de l'entreprise et n'avait aucun enthousiasme. Il alla prendre l'immense échelle, attendit 5 minutes pour laisser le temps à un contre-ordre, et à 1 heure 5 minutes posa l'échelle contre la fenêtre de Mathilde. Il monta doucement, le pistolet à la main, étonné de n'être pas attaqué. Comme il approchait de la fenêtre, il s'ouvrit sans bruit. « Vous voilà, monsieur, lui dit Mathilde avec beaucoup d'émotion. Je suis vos mouvements depuis 1 heure. » Julien était fort embarrassé, il ne savait comment se conduire et il n'avait pas d'amour du tout. Dans son embarras, il pensa qu'il fallait oser, il essaya d'embrasser Mathilde. « Fi donc, lui dit-elle en repoussant. Fort content d'être conduit, il se hâta de jeter un coup d'œil autour de lui. La lune était si brillante que les ombres qu'elle formait dans la chambre de mademoiselle de la Mole étaient noires. « Il peut fort bien y avoir là des hommes cachés sans que je les voie, pensa-t-il. Qu'avez-vous dans la poche du côté de votre habit lui dit Mathilde, enchaînée de trouver un sujet de conversation. Elle souffrait étrangement. Tous les sentiments de retenue et de timidité, si naturels à une fille bien née, avaient repris leur empire et la mettaient au supplice. « J'ai toutes sortes d'armes et de pistolets, répondit Julien, non moins content d'avoir quelque chose à dire. « Il faut abaisser l'échelle, dit Mathilde. Elle est immense, et peut casser les vitres du salon en bas, ou de l'entresol. Il ne faut pas casser les vitres, reprit Mathilde, essayant en vain de prendre le ton de la conversation ordinaire. Vous pourriez, me semble, abaisser l'échelle au moyen d'une corde qu'on attacherait au premier échelon. J'ai toujours une provision de cordes chez moi. Et c'est là
une femme amoureuse, pensa Julien, elle ose dire qu'elle aime. Tant de sang-froid, tant de sagesse dans les précautions m'indiquent assez que je ne triomphe pas de M. de Croisenois comme je le croyais sottement, mais que tout simplement je lui succède. Au fait, que m'importe? Est-ce que je l'aime? Je triomphe du marquis en ce sens qui sera très fâché d'avoir un successeur, et plus fâché encore que ce successeur soit moi. Avec quelle hauteur il me regardait hier soir au café Tortoni en affectant de ne pas me reconnaître, avec quel air méchant il me salua ensuite quand il ne peut plus s'en dispenser. Julien avait attaché la corde au dernier échelon de l'échelle et la descendait doucement et en se penchant beaucoup en dehors du balcon pour faire en sorte qu'elle ne touchait pas les vitres. Beau moment pour me tuer, pensa-t-il, si quelqu'un est caché dans la chambre de Mathilde, mais un silence profond continuait à régner partout. L'échelle toucha la terre. Julien parvint à la coucher dans le plate-bande de fleurs exotiques le long du mur. « Que va dire ma mère, dit Mathilde, quand elle verra ces belles plantes tout écrasées. Il faut jeter la corde, ajouta-t-elle d'un grand sang-froid. Si on l'apercevait remontant au balcon, ce serait une circonstance difficile à expliquer. Et comment moi m'en aller dit Julien d'un ton plaisant, et en affectant le langage créole. Une des femmes de chambre de la maison était née à Saint-Domingue. Vous en allez par la porte, dit Mathilde, ravie de cette idée. Que cet homme est digne de tout mon amour, pensa-t-elle. Julien venait de laisser tomber la corde dans le jardin. Mathilde le serra le bras. Il crut être saisi par un ennemi et se retourna vivement en tirant un poignard. Elle avait cru entendre ouvrir une fenêtre et restèrent immobiles et sans respirer. La lune les éclairait en plein. Le bruit ne se renouvelait pas. Il n'eut plus d'inquiétude. Alors l'embarras recommence par, il était grand des deux parts. Julien s'assura que la porte était fermée avec tous ses verrous. Il pensait bien à regarder sous le lit, mais il n'osait pas. On avait pu y placer un ou deux laquais. Enfin, il craignit un reproche futur de sa prudence et regarda. Mathilde était tombée dans toutes les angoisses de la timidité la plus extrême. Elle avait horreur de sa position. « Qu'avez-vous fait de mes lettres ?» dit-elle enfin. « Quelle bonne occasion de concerter ces messieurs s'ils sont aux écoutes, et d'éviter la bataille, » pensa Julien. La première est cachée dans une grosse Bible protestante que la diligence d'hier soir emporte bien loin d'ici. Il parlait fort distinctement en entrant dans ces détails et de façon à être entendu des personnes qui pouvaient être cachées dans deux grandes armoires d'acajou qu'il n'avait pas osé visiter. Les deux autres sont à la poste et suivent la même route que la première. « Eh grand Dieu, pourquoi toutes ces précautions ?» dit Mathilde étonnée. « À propos de quoi est-ce que je mentirais ?» pensa Julien, et il lui avoua tous ses soupçons. « Voilà donc la cause de la froideur de tes lettres. » s'écria Mathilde avec l'accent de la folie plus que de la tendresse. Julien ne remarqua pas cette nuance. Ce tutoiement lui fit perdre la tête, ou du moins ses soupçons s'évanouirent. Il se trouva élevé à ses propres yeux, et il osa serrer dans ses bras cette fille si belle et qui lui inspirait tant de respect. Il ne fut repoussé qu'à demi. Il eut recours à sa mémoire, comme jadis à Besançon auprès d'Amanda Binette, et récita plusieurs des plus belles phrases de la nouvelle Héloïse. « Tu as un cœur d'homme, lui répondit-on, sans trop écouter ces phrases. J'ai voulu éprouver ta bravoure, je l'avoue. Tes premiers soupçons et ta résolution te montrent plus intrépide encore que je ne croyais. » Mathilde faisait effort pour le tutoyer. Elle était évidemment plus attentive à cette étrange façon de parler qu'au fond des choses qu'elle disait. Ce tutoiement, dépouillé du ton de la tendresse, au bout d'un moment ne fit aucun plaisir à Julien. Il étonnait de l'absence du bonheur, enfin pour le sentir, et eut recours à sa raison. Il se voyait estimé par cette jeune fille, si fière, ce qui n'accordait jamais des louanges sans restriction. Avec ce raisonnement, il parvint à un bonheur d'amour propre. Ce n'était pas, il est vrai, cette volupté de l'âme qu'il avait trouvée quelquefois auprès de Madame de Rênal. Quelle différence, grand Dieu! Il n'y avait rien de tendre dans ses sentiments de ce premier moment. C'était le plus vif bonheur d'ambition, et Julien était surtout ambitieux. Il parla de nouveau des gens par lui soupçonnés et des précautions qu'il avait inventées. En parlant, il songeait au moyen de profiter de sa victoire. Mathilde, encore fort embarrassée et qui avait l'air atterrée de sa démarche, parut enchantée de trouver un sujet de conversation. On parla des moyens de se revoir.
Julien jouit délicieusement de l'esprit et de la bravoure dont il fit preuve de nouveau pendant cette discussion. On avait affaire à des gens très clairvoyants. Le petit Imbaud était certainement un espion, mais Mathilde et lui n'étaient pas non plus sans adresse. Quoi de plus facile que de se rencontrer dans la bibliothèque pour convenir de tout? Je puis paraître sans exciter de soupçons dans toutes les parties de l'hôtel, ajoutait Julien, et presque jusque dans la chambre de madame de La Mole. Il fallait absolument la traverser pour arriver à celle de sa fille. Si Mathilde trouvait mieux qu'il arrivât toujours par une échelle, c'était avec un cœur ivre de joie qui s'exposerait à ce faible danger. En l'écoutant parler, Mathilde était choquée de cet air de triomphe. Il est donc mon maître, se dit-elle. Déjà, elle était en proie au remords. Sa raison avait horreur de l'insigne folie qu'elle venait de commettre. Si elle l'eût pu, elle eût anéanti elle et Julien. Quand par instant la force de sa volonté faisait taire les remords, des sentiments de timidité et de pudeur souffrante la rendaient fort malheureuse. Elle n'avait nullement prévu l'état affreux où elle se trouvait. Il faut cependant que je lui parle, se dit-elle à la fin. Cela est dans les convenances, on parle à son amant. Et alors, pour accomplir un devoir avec une tendresse qui était bien plus dans les paroles dont elle se servait que dans le son de sa voix, elle raconta les diverses résolutions qu'elle avait prises à son égard pendant ces derniers jours. Elle avait décidé que s'il osait arriver chez elle avec le secours de l'échelle du jardinier, ainsi qu'il lui était prescrit, elle serait toute à lui. Mais jamais l'on ne dit, d'un ton plus froid et plus poli, des choses aussi tendres. Jusque-là, ce rendez-vous était glacé. C'était à faire prendre l'amour en haine. Quelle leçon de morale pour une jeune imprudente! Vaut-il la peine de perdre son avenir pour un tel moment? Après de longues incertitudes qui eussent pu paraître à un observateur superficiel, l'effet de la haine la plus décidée, tant les sentiments qu'une femme se doit à elle-même avaient de peine à céder à une volonté aussi ferme. Mathilde finit par être pour lui une maîtresse aimable. À la vérité, ses transports étaient un peu voulus. L'amour passionné était bien plutôt un modèle qu'on imitait qu'une réalité. Mademoiselle de La Mole croyait remplir un devoir envers elle-même et envers son amant. Le pauvre garçon, se disait-elle, a été d'une bravoure achevée. Il doit être heureux, ou bien c'est moi qui manque de caractère. Mais elle eût voulu racheter, au prix d'une éternité de malheur, la nécessité cruelle où elle se trouvait. Malgré la violence affreuse qu'elle s'imposait, elle fut parfaitement maîtresse de ses paroles. Aucun regret, aucun reproche ne vint regâter cette nuit qui sembla singulière plutôt qu'heureuse à Julien. Quelle différence, grand Dieu, avec son dernier séjour de 24 heures à Verrières. Ces belles façons de Paris ont trouvé le secret de tout gâter, même l'amour, se disait-il dans son injustice extrême. Il se livrait à ces réflexions debout dans une des grandes armoires d'acajou où on l'avait fait entrer au premier bruit entendu dans l'appartement voisin, qui était celui de madame de La Mole. Mathilde suivit sa mère à la messe, les femmes quittèrent l'appartement et Julien s'échappa avant qu'elles ne revinssent terminer leurs travaux. Il monta à cheval et alla au pas rechercher les endroits les plus solitaires du bois de Meudon. Il était bien plus étonné qu'heureux. Le bonheur qui, de temps à autre, venait occuper son âme était comme celui d'un jeune sous-lieutenant qui, à la suite de quelque action étonnante, aurait été nommé colonel d'emblée par le général en chef. Il se sentait porté à une immense hauteur. Tout ce qui était au-dessus de lui la veille était à ses côtés maintenant ou bien au-dessous. Peu à peu, le bonheur de Julien augmenta à mesure qu'il s'éloignait. S'il n'y avait rien de tendre dans son âme, c'est que, quelque étrange que ce mot puisse paraître, Mathilde, dans toute sa conduite avec lui, avait accompli un devoir. Il n'y eut rien d'imprévu pour elle dans tous les événements de cette nuit, que le malheur et la honte qu'elle avait trouvés au lieu de ces transports divins dont parlent les romans. Me serais-je trompée? N'aurais-je pas d'amour pour lui? Se dit-elle. Chapitre 17. Une vieille paix. I now mean to be serious. It is time. Sans slaughter nowadays is deemed too serious. A jest advised by virtuous called a crime. Don Juan. Elle ne parut point au dîner.
Le soir, elle vint un instant au salon, mais ne regarda pas Julien. Cette conduite lui parut étrange, mais, pensa-t-il, je dois me l'avouer, je ne connais les usages de la bonne compagnie que par les actions de la vie de tous les jours que j'ai vu faire 100 fois, et me donnera quelques bonnes raisons pour tout ceci. Toutefois, agité par la plus extrême curiosité, il étudiait l'expression des traits de Mathilde. Il ne put pas se dissimuler qu'elle avait l'air sec et méchant. Évidemment, ce n'était pas la même femme qui, la nuit précédente, avait feigné des transports de bonheur trop excessifs pour être vrais. Le lendemain, le surlendemain, même froideur de sa part, elle ne la regardait point, elle ne s'apercevait pas de son existence. Julien, dévoré par le plus vive inquiétude, était à 1000 lieues des sentiments de triomphe qu'il avait seul animés le premier jour. Serait-ce par hasard, se dit-il, un retour à la vertu? Mais ce mot était bien bourgeois pour l'altère Mathilde. Dans les positions ordinaires de la vie, elle ne croit guère à la religion, pensait Julien. Elle l'aime comme utile aux intérêts de sa caste. Mais par simple délicatesse féminine, ne peut-elle pas se reprocher vivement la faute irréparable qu'elle a commise? Julien croyait être son premier amant. Mais se disait-il, dans d'autres instants, il faut avouer qu'il n'y a rien de naïf, de simple, de tendre dans toute sa manière d'être. Jamais je ne l'ai vue plus semblable à une reine qui vient de descendre de son trône. Me méprisa-t-elle? Il serait digne d'elle de se reprocher ce qu'elle a fait pour moi, à cause seulement de la bassesse de ma naissance. Pendant que Julien, rempli de ses préjugés puisés dans les livres et dans les souvenirs de Verrières, poursuivait la chimère d'une maîtresse tendre et qui ne songe plus à sa propre existence du moment qu'elle a fait le bonheur de son amant, la vanité de Mathilde était furieuse contre lui. Comme elle ne s'ennuyait plus depuis 2 mois, elle ne craignait plus la nuit, ainsi sans pouvoir s'en douter le moins du monde. Julien avait perdu son plus grand avantage. Je me suis donc donné un maître, se disait mademoiselle de la Mole en se promenant agitée dans sa chambre. Il est rempli d'honneur, à la bonne heure. Mais si je pousse à bout de sa vanité, il se vengera en faisant connaître la nature de nos relations. Tel est le malheur de notre siècle. Les plus étranges égarements même ne guérissent pas de la nuit. Julien était le premier amour de Mathilde et, dans cette circonstance de la vie qui donne quelques illusions à tendre, même aux âmes les plus sèches, elle était en proie aux réflexions les plus amères. Il a sur moi un empire immense, puisqu'il règne par la terreur et peur me punir d'une peine atroce, si je le pousse à bout. Cette seule idée suffisait pour porter Mathilde à l'outrage, car le courage était la première qualité de son caractère. Rien ne pouvait lui donner quelque agitation et la guérir d'un fond d'ennui sans cesse renaissant que l'idée qu'elle jouait à croix ou pile son existence entière. Le 3e jour, quand mademoiselle de la Mole s'obstinait à ne pas le regarder, Julien la suivit après dîner, et évidemment malgré elle, dans la salle de billard. « Eh bien, monsieur, vous croyez donc avoir acquis des droits bien puissants sur moi, lui dit-elle avec une colère à peine retenue, puisqu'en opposition à ma volonté bien clairement déclarée, vous prétendez me parler? Savez-vous que personne au monde n'a jamais tant osé? » Rien ne fut plaisant comme le dialogue de ces 2 jeunes amants, sans s'en douter, ils étaient animés l'un contre l'autre des sentiments de la haine la plus vive. Comme aucun des 2 n'avait le caractère endurant, que d'ailleurs ils avaient des habitudes de bonne compagnie, ils en furent bientôt à se déclarer nettement qu'ils se brouillaient à jamais. « Je vous jure un éternel secret, dit Julien. J'ajouterai même que jamais je ne vous adresserai la parole, si votre réputation ne pouvait souffrir de ce changement trop marqué. » Il salua avec un parfait respect et partit. Il accomplissait sans trop de peine ce qu'il croyait un devoir. Il était bien loin de se croire fort amoureux de mademoiselle La Mole. Sans doute, il ne l'aimait pas 3 jours auparavant, quand on l'avait caché dans la grande armoire d'acajou. Mais tout changea rapidement dans son âme du moment qu'il se vit à jamais brouillé avec elle. Sa mémoire cruelle se mit à lui retracer les moindres circonstances de cette nuit qui, dans la réalité, l'avait laissé si froid. Dès la seconde nuit qui suivit la déclaration de brouille éternelle, Julien faillit devenir fou en étant obligé de s'avouer qu'il avait de l'amour pour mademoiselle La Mole. Des combats affreux suivirent cette découverte. Tous ses sentiments étaient bouleversés. 8 jours après, au lieu d'être fier avec M. de Croisenois, il l'aurait presque embrassé en fondant en larmes.
L'habitude du malheur lui donna une lueur de bon sens. Il se décida à partir pour Languedoc, fit sa malle et alla à la poste. Il se sentit défaillir quand, arrivé au bureau des mallepostes, on lui apprit que, par un hasard singulier, il y avait une place dès le lendemain dans la malle de Toulouse. Il l'arrêta et revint à l'hôtel de La Mole, annoncer son départ au marquis. Monsieur de La Mole était sorti, plus mort que vif. Julien alla l'attendre dans la bibliothèque. Que devine-t-il en y trouvant mademoiselle de La Mole? En le voyant paraître, elle prit un air de méchanceté auquel il lui fut impossible de se méprendre. Emporté par son malheur, égaré par la surprise, Julien eut la faiblesse de lui dire, du ton le plus tendre et qui venait de l'âme: « Ainsi vous ne m'aimez plus ?» « J'ai horreur de m'être livrée au premier venu, dit Mathilde en pleurant de rage contre elle-même. Au premier venu, s'écria Julien, et il s'élança sur une vieille épée du Moyen-Âge qui était conservée dans la bibliothèque comme une curiosité. Sa douleur, qu'il croyait extrême au moment où il avait adressé la parole à mademoiselle de La Mole, venait d'être centuplée par les larmes de honte qu'il voyait répandre. Il eût été le plus heureux des hommes de pouvoir la tuer. Au moment où il venait de tirer l'épée avec quelque peine de son fourreau antique, Mathilde, heureuse d'une sensation si nouvelle, s'avança fièrement vers lui. Ses larmes s'étaient taries. L'idée du marquis de La Mole, son bienfaiteur, se présenta vivement à Julien. « Je tuerai sa fille, dit-il. Quelle horreur !» et fit un mouvement pour jeter l'épée. Certainement, pensa-t-il, elle va éclater de rire à la vue de ce mouvement de mélodrame. Il dut à cette idée le retour de tout son sang-froid. Il regarda la lame de la vieille épée curieusement et comme s'il eût cherché quelques taches de rouille, puis il la remit dans le fourreau. Et avec la plus grande tranquillité la replaça au clou de bronze doré qui la soutenait. Tout ce mouvement fort lent sur la fin dura bien 1 minute. Mademoiselle de La Mole le regardait étonnée. « J'ai donc été sur le point d'être tuée par mon amant, se disait-elle. Cette idée la transportait dans les plus belles années du siècle de Charles IX et de Henri III. Elle était immobile, debout devant Julien qui venait de replacer l'épée. Elle le regardait avec des yeux d'où la haine s'était envolée. Il faut convenir qu'elle était bien séduisante en ce moment. Certainement jamais femme n'avait moins ressemblé à une poupée parisienne. Ce mot était la grande objection de Julien contre les femmes de ce pays. « Je vais retomber dans quelque faiblesse pour lui, pensa Mathilde. C'est bien pour le coup qu'il se croirait mon seigneur et maître. » Après une rechute, et au moment précis où je viens de lui parler si ferme, elle s'enfuit. « Mon Dieu, qu'elle est belle !» dit Julien en la voyant courir. « Voilà cet être qui se précipitait dans mes bras avec tant de fureur il n'y a pas 15 jours. Et ces instants ne reviendront jamais. Et c'est par ma faute. Et au moment d'une action si extraordinaire et si intéressante pour moi, je n'y étais pas sensible. Il faut avouer que je suis né avec un caractère bien plat et bien malheureux. » Le marquis parut. Julien se hâta de lui annoncer son départ. « Pour où ?» dit monsieur de La Mole. « Pour le Languedoc. »« Non, non pas, s'il vous plaît. Vous êtes réservé à de plus hautes destinées. Si vous partez, ce sera pour le nord. Même en termes militaires, je vous consigne à l'hôtel. Vous m'obligerez de n'être jamais plus de 2 ou 3 heures absent. Je puis avoir besoin de vous d'un moment à l'autre. » Julien salua et se retira sans mot dire, laissant le marquis fort étonné. Il était hors d'état de parler. Il s'enferma dans sa chambre. Là, il put s'exagérer en liberté toute l'atrocité de son sort. Ainsi pensa-t-il, je ne puis pas même m'éloigner. Dieu sait combien de jours le marquis va me retenir à Paris. Grand Dieu, que vais-je devenir? Et pas un ami que je puisse consulter. L'abbé Pirard ne me laisserait pas finir la première phrase. Le comte Altamira me proposerait pour me distraire de m'affilier à quelque conspiration. Et cependant, je suis fou, je le sens, je suis fou. Qui pourra me guider? Qui vais-je devenir? Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va continuer avec les chapitres 18, 19 et 20. Et aujourd'hui, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao!